Yaorana et bienvenue dans Manava. L'eau en Polynésie, indispensable pour vivre au quotidien, pour nos industries ou pour les activités touristiques. Mais où en sommes-nous au niveau des ressources? Comment sont-elles gérées et protégées? Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Francine Siouffouk, qui est chef de projet eau à la DIREN, donc qui est la direction de l'environnement. Sophie Martinoni-Lapierre, qui est directrice interrégionale Météo France. Guénaël Buisson, qui est responsable hydrologie au groupement d'études et de gestion du domaine public de la direction de l'équipement. J'ai réussi à le dire. Et Élodie Chalon, qui est ingénieure-chef de projet au département eau potable au SPCPF, qui est le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française. Bienvenue mesdames, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Francine, première question pour toi. Quelle est la politique de l'eau en Polynésie et quelle est son orientation? Yorana Stéphane, merci pour l'invitation. Donc, la politique de l'eau en Polynésie française a pour objectif une meilleure gestion des ressources en eau en se basant sur trois principaux. Donc, la première, c'est de poursuivre la mise en place d'équipements d'eau au service de la population en accompagnant les communes. La seconde porte sur une meilleure connaissance, une meilleure gestion pour une meilleure préservation des ressources en eau. Et la troisième, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour mettre en musique l'ensemble des interventions de tous les acteurs de l'eau, dont la majorité est présente sur ce plateau. Élodie, comment les communes se fournissent en eau et dans quel état se trouve le réseau hydraulique en Polynésie? Aujourd'hui, en fait, en Polynésie, on va avoir plutôt deux cas de figure. On va parler des îles hautes, donc les îles avec des montagnes comme Tahiti, et les atolls, donc les îles sans montagne. Et on vient distinguer en fait ces deux cas puisque les îles hautes trouvent principalement leurs ressources dans les eaux souterraines et les eaux de surface. Donc on va plutôt avoir des eaux de forage ou des eaux de captage d'eau de surface. Alors qu'au Tuamotu, comme du coup on n'a pas de montagne, on peut difficilement venir chercher de la ressource dans les nappes phréatiques. Et du coup, on va plutôt faire de la récupération d'eau de pluie. Donc on a vraiment deux situations qui se gèrent de façon complètement différente. On peut avoir des lentilles aussi? On Non. peut avoir des lentilles, mais ce sont des ressources qui sont quand même très fragiles. Donc il faut vraiment les exploiter avec précaution. Et en tout cas, nous, on va plutôt s'orienter vers de la récupération d'eau de pluie au Tuamotu. D'accord, on expliquera ce que sont les lentilles un petit peu plus tard. Voilà. Vas-y, continue. Oui. Et en fait, du coup, au Tuamotu, le fait de ne pas avoir beaucoup d'eau comme on peut avoir sur les îles hautes fait qu'on n'a pas de réseau d'eau potable. Donc, on ne va pas pouvoir parler de qualité de réseau d'eau potable au Tuamotu. Mais sur les îles hautes, du coup, comme Tahiti, comme les îles qu'on a dans la Polynésie française, on va plutôt dire qu'on a en général des réseaux qui sont assez vieux et donc qui sont plutôt vétustes. Et du coup, cette vétusté va engendrer un peu de Beaucoup de fuite, déperditions. voilà, un peu ou beaucoup de fuite, et c'est une problématique actuelle sur laquelle on essaye de travailler avec les communes. Guénaël, explique-nous ce qu'est l'hydrologie. L'hydrologie, c'est l'étude du cycle de l'eau. À la direction de l'équipement, on s'occupe principalement de la quantité des eaux de surface, donc les rivières et la pluie. Et la compétence est partagée notamment avec la DIREN qui va s'occuper des eaux souterraines et avec le centre de santé environnementale qui va s'occuper de la qualité de l'eau. D'accord. Et alors là, Sophie, maintenant, c'est toi qui vas nous parler de la ressource principale, donc cette fameuse eau. Oui. Elle vient d'où concrètement? Puisqu'on a parlé des îles hautes, on a parlé de lentilles, on a parlé de nappes phréatiques, mais cette eau, elle arrive d'où? Alors cette eau, vous le savez bien, elle arrive du ciel. Donc elle est très variable en Polynésie. La Polynésie française, c'est un territoire immense. Et donc on a une variation très forte entre l'archipel, par exemple, des Marquises et celui des Australes, avec des quantités de pluie qui sont variables. On parle plutôt d'un climat tropical sec aux Marquises. Et là, on sort justement de plusieurs années de sécheresse très marquée sur les Marquises et le nord des Tuamotu. Et plus on progresse vers le sud de la Polynésie, plus on a des îles qui accueillent des cumuls annuels de précipitations plus importants. Et aux Australes, on a nos maximums de précipitations, donc des îles beaucoup plus fortement arrosées. Donc une très grande variabilité. Alors cette variabilité, elle s'exprime aussi d'une année sur l'autre. On voit qu'avec des phénomènes océaniques comme le phénomène El Niño ou la Niña, on peut avoir... Est-ce qu'en 2 mots, tu peux expliquer la différence entre El Niño et Bien la sûr. Niña? Donc,
Euh, on sort d'épisode La Niña, donc je commence par La Niña. La Niña, c'est quand les eaux chaudes du Pacifique se situent principalement à l'est du grand bassin Pacifique, donc plutôt vers la Nouvelle-Calédonie, l'Australie. Ils sont les Nouvelle-Zélande, ok. Voilà. El Niño, c'est justement quand on va avoir un changement dans les régimes de vent qui vont amener des eaux chaudes jusque dans notre domaine et voire même jusque sur les côtes américaines et d'Amérique du Sud. Et là, ça peut générer plus de précipitations? Alors, ça dépend des archipels, mais par exemple, ça peut amener des précipitations beaucoup plus fortes aux Marquises notamment, qui sont très sensibles à ce phénomène en général. On peut considérer que même en étant au milieu du Pacifique, on peut se retrouver avec de la sécheresse. Il y a un vrai paradoxe, au milieu d'une grande étendue d'eau, et des îles peuvent être considérées comme on va dire en Bien période de sûr. sécheresse. Bien sûr. Alors, la sécheresse est toujours relative. Donc, elle peut s'exprimer sur l'île de Tahiti. Alors, on ne l'a pas vu cette année, mais l'année Oui. précédente. Dans des mesures moindres que ce que vivent les îles marquisiennes, hein, puisqu'on a eu là des déficits à peu près de la moitié du cumul annuel qu'on attend en général. Et ça, on l'a eu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 années, 5 années consécutives. Donc, l'état du réseau hydrologique, par exemple, aux Marquises, il a été vraiment marqué par une sécheresse intense. Et ça, on n'a pas eu les mêmes constats sur les autres archipels, même si localement, la Ouais, mais sécheresse parce s'explique que tu nous toujours expliquais aussi relativement. que tu en as qui sont, on va dire, plus favorisés en termes de précipitation que d'autres. Exactement. D'accord. Ouais. Francine, où en sont les ressources en eau en Polynésie? Consommation annuelle, ce genre de choses. Est-ce que ça progresse? Est-ce que ça diminue? Est-ce qu'on consomme plus d'eau? Est-ce qu'on en a suffisamment? Alors, c'est une très bonne question. Merci. Donc les ressources en eau en Polynésie, donc comme Élodie le disait, on consomme les eaux souterraines, donc les nappes d'eau, les lentilles d'eau, les eaux de rivière et l'eau de pluie exceptionnellement au Tuamotu. Donc toutes les communes en Polynésie française pour alimenter la population sont dotées d'ouvrages qui dépendent bien sûr du type de ressources en eau qui est exploité. Donc, sur Tahiti, on consomme principalement la nappe basale de l'île de Tahiti. Aux Marquises, par exemple, on sera plus sur des captages de sources. Et aux Australes, on est aussi sur du captage en rivière ou des forages. Au niveau de la direction de l'environnement, on n'a pas on n'a pas consolidé en fait l'ensemble des volumes exploités. Comme vous l'expliquiez tout à l'heure, en fait, plusieurs départements dépendent de plusieurs administrations et c'est peut-être aussi compliqué que de tout consolider. Oui, alors, alors, on n'est pas tant sur cette difficulté-là, on est plus en fait sur le fait que plusieurs services aient de l'information, mais qu'il manque en fait une interface qui permette d'échanger et de consolider l'ensemble de Donc il de ces faudrait données. limite créer alors je ne sais pas si c'est un département ou un bureau ou un ministère de l'eau qui pourrait regrouper tout ça. Ce serait une idée. Ça serait une idée. En attendant, si jamais ça se fait ou pas, à la direction de l'environnement, on a créé un outil, une application numérique qui va permettre à l'ensemble des pourvoyeurs de ce type de données, comme les communes, les autres services du pays, de pouvoir en fait nourrir. On va crémenter cette appli, ça va vous donner c'est des ça, chiffres et vous allez c'est pouvoir faire ça, un point. c'est ça. Après, là, c'est lorsqu'on a les chiffres, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que les ouvrages ne sont pas forcément munis de compteurs d'eau. Ce sont d'anciens ouvrages, tous ne sont pas autorisés. Et dans les autorisations, on demande aux pétitionnaires, donc à l'autorité autorisée, de comptabiliser cette eau qui est captée, et c'est pas toujours le cas. Donc, sous les anciens ouvrages, il y a également cette opération de mise en conformité du comptage à mettre en place. Donc là, on part sur un programme assez lent. Et assez complexe. Oui. Je veux dire dans l'application. Peut-être C'est pas dans la ça. création, mais dans Dans l'application. l'application, oui. Donc, Élodie, tu nous disais qu'en fait, en fonction du fait qu'on soit au Tuamotu, aux Australes, Gambier, Marquise ou Société, on va avoir différents types de captage, ou on va avoir différents types de ressources en eau. Ça veut dire que les gens ont aussi une attitude différente face à ça, j'imagine? Oui, forcément, hein, on va avoir les îles qui ont de la chance d'avoir une ressource qui est abondante. Du coup, la population ne va pas forcément se poser de questions sur le gaspillage de l'eau Il y a de ou autre. mauvaises habitudes. Mais non, pas Pas forcément. spécialement. Mais justement, en fait, on a des îles qui sont qui ont des habitudes très différentes. Et dans tous les cas, peu importe si on a une ressource abondante ou pas, si on a un problème au niveau des sécheresses ou autre, on va quand même venir sensibiliser au gaspillage et peu importe
cette disponibilité de la ressource, il faut quand même faire une sensibilisation Oui, au c'est ça. gaspillage à la maison. Et aujourd'hui, on voit hein, qu'on a des disparités au niveau de la consommation des communes. Et c'est en fait au niveau de l'habitude des gens en fait, à consommer. Et ils vont pas forcément faire le lien avec cette disponibilité de Ce qui la est dommage. ressource. Mais c'est vrai que quand on se balade dans les îles différentes, on voit rarement quelqu'un au Tuamotu arroser devant chez lui pour la poussière, parce qu'il a une vraie conscience de l'eau nécessaire pour une journée. Alors que, hélas, de temps en temps, sur Tahiti, on le voit encore des gens qui continuent à faire comme si l'eau était Voilà, inépuisable. c'est ça. Mais parce qu'en fait, au Tuamotu, les gens, ils sont équipés de cuves de récupération d'eau de pluie individuelles pour leur foyer. Et en fait, ils voient directement Ils ont une conscience réelle l'impact. de la Voilà, consommation. ils voient directement l'impact de leur consommation et de leur surconsommation sur leurs ressources qui est disponible là sous leurs yeux. À l'inverse des îles hautes où on a un réseau, en fait, les gens ne vont pas pouvoir voir directement l'impact qu'ils vont avoir sur la ressource et sur le remplissage d'un bassin. Et c'est vrai que du coup, c'est quand on a l'eau au robinet et qu'on peut l'utiliser comme bon nous semble, C'est un peu ça, ouais, on ouais. peut voilà, avoir de mauvaises habitudes. Et en plus, si on rajoute le fait que tout le monde n'a pas de compteur, ça n'a pas d'implication directe et financière. Donc on est peut-être moins à même d'y faire attention. C'est aussi un risque. C'est ça. Ganaël, j'ai bien dit Ganaël, hein. Quel est le rôle du groupement d'études et de gestion du domaine public dans la gestion de l'eau en Polynésie? Il y a 4 cellules au GEGDP, donc le groupement d'études Voilà, et de oui, gestion du ouais. domaine public, mais c'est donc le GEGDP. Donc il y a 4 cellules, il y en a 2 qui sont impliquées directement dans la gestion d'eau. Donc la cellule d'hydrologie dont je suis responsable, on a un réseau d'observation, donc justement des pluviomètres et des limnimètres pour suivre les niveaux d'eau dans les rivières aussi. Mais c'est surtout la cellule concession permis qui délivre toutes les autorisations de captage et de forage. Pour tout type de personnes, enfin, que ce soit des individus, des communes, les privés, les entreprises, tout le monde doit avoir une autorisation. Ça s'appelle une autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial, en général pour 9 ans, et délivrée par un arrêté Conseil des ministres. D'accord. Et on en est où au niveau des niveaux des nappes phréatiques ou rivières? Enfin, c'est fluctuant, j'imagine? Oui, c'est fluctuant comme Bon, le niveau des nappes phréatiques n'est pas encore suivi, il n'y a pas de réseau encore en place. Comme je disais, on fait que de l'eau de surface. Pour la pluie, on a un réseau complémentaire de celui de Météo France. On est surtout à l'intérieur de l'île et dans le fond des vallées, le haut des montagnes. Fluctuant d'une année sur l'autre, les rivières aussi. On a un des seuls réseaux de suivi de hauteur d'eau des rivières, donc on peut suivre les crues. On est vraiment plus dans une optique d'aménagement. D'accord. Sophie, on en parlait tout à l'heure, on est situé quand même au milieu du Pacifique. C'est pour ça que je disais, il y a un paradoxe entre le fait qu'on puisse avoir plus d'eau, moins d'eau. Et où est-ce qu'on en est en termes de pluie? Est-ce que c'est une chance de se situer au milieu du Pacifique? Et est-ce qu'on a des risques de se retrouver comme on peut entendre en Europe, en plein mois d'avril, ils ont une sécheresse qui arrive et Oui. qui est déjà présente? Alors ça, c'est vraiment une question intéressante parce qu'effectivement, on peut dire qu'on a de la chance d'être au milieu du Pacifique au regard du changement climatique. Alors le changement climatique, il impacte assez fortement la Polynésie en matière de hausse des températures. Et ça a directement un impact sur la ressource en eau, puisque quand les températures augmentent, même si ça peut rester insensible pour un individu, la végétation, elle a besoin d'être davantage irriguée. Et donc ça modifie le bilan hydrique, notamment agricole, et ça nécessite plus d'irrigation. Ouais, tout Donc est ça, lié, c'est en des fait, choses voilà. qui sont déjà en cours. On a des tendances déjà observées sur les 50 dernières années d'augmentation des températures. Et donc la végétation, on va dire, s'achève, même à niveau de pluie égal, la végétation ça sèche plus rapidement. Voilà. Après, en revanche, sur les précipitations elles-mêmes, sur les pluies, la quantité de pluie qui tombe tous les ans, eh bien, sur les 50 dernières années, on n'a pas vraiment de signal de baisse ni de hausse de ces précipitations. Et ça, c'est très différent de ce qui peut se C'est passer plutôt dans une chance l'Europe. pour Et nous par parce que exemple, si on regarde les autres chiffres, voilà, c'est en dramatique, hein. Méditerranée, où on a des sécheresses plus prononcées et établies et avec une diminution quand même de la ressource en eau, en Fin particulier. mars, avril, ils sont en cas de sécheresse, c'est incroyable. Voilà, c'est la deuxième année d'ailleurs qu'on est sur une situation tendue en France en particulier. Mais donc pour l'instant, on peut dire qu'on a plutôt de la chance par rapport à d'autres zones du globe. Néanmoins, on a
on a cette élévation de température et de fait, eh ben, il faut être encore plus, je dirais, conscient de la nécessité de bien gérer la Oui, ressource. quand on utilise de l'eau, il faut l'utiliser correctement. Voilà, Voilà. exactement. Parce que plus on avancera dans le temps, plus la végétation aura besoin d'irrigation. Et donc, si on veut maintenir certaines pratiques agricoles, il faudra davantage d'eau que ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc ça, j'imagine que Élodie, les communes le martèlent à leurs administrés en leur disant bon ben ok, on est au milieu du Pacifique, ok, on a de l'eau autour de nous, mais c'est pas si facile que ça d'en produire de bonne qualité, donc essayez d'être plus attentif à l'utilisation de cette eau. Voilà, c'est ça. Bah, en tout cas, c'est le message hein, qu'on essaye de faire passer et je pense qu'on sensibilisera jamais assez la population au gaspillage de l'eau. Francine, en faisant les recherches sur les différentes possibilités d'avoir de l'eau douce, j'ai vu les grandes usines de désalinisation, il fallait bien que je me trompe, dessus, et entre autres, j'ai vu en Israël où ils étaient quasiment autonomes et ils voulaient être autonomes dans quelques temps. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager en Polynésie? Alors, je vais peut-être laisser Élodie Alors, c'est prendre la Élodie la parole sur ce spécialiste sujet, là-dessus. oui. Il y a bien un moment, il fallait que je me trompe d'intervenant, enfin, donc là, c'est fait aussi. Alors, concernant la désalinisation de l'eau de mer, il faut savoir que ça se fait par un procédé qu'on appelle l'osmose inverse, L'osmose, ouais. qui est un procédé assez compliqué. Aujourd'hui, nous, dans nos communes, on ne va pas préconiser l'osmose, puisque du coup, on considère que c'est une technologie qui va être trop compliquée à l'échelle de nos petites communes. Et enfin, nous, en fait, le SPC, on travaille principalement avec les petites et les très petites communes. Et aujourd'hui, la ressource qu'on a actuellement, elle pourrait nous suffire. Sauf que, en fait, à cause de la vétusté des réseaux, on a Ouais, beaucoup cette d'eau qui est, voilà, déperdition voilà, qui fait que. Voilà. voilà, on a beaucoup d'eau qui est gaspillée dans la majorité de nos communes. Hein. On rencontre ce problème de gaspillage dû à la vétusté des réseaux. Et en fait, nous, on va plutôt être dans une optique de gaspiller moins au lieu de produire plus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient plutôt... Bah, vous êtes en train de vous préconisez, en tout cas, vous êtes en train de refaire les réseaux, quoi. Vous retravaillez sur les On réseaux. essaye. Après, c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher. Ce sont des travaux qui sont conséquents. Donc, on ne peut pas venir rénover tous les réseaux d'une île comme ça du Donc jour au mettre en lendemain. place une usine de désalinisation pour j'y arriverai pas, par exemple pour Tahiti, ça n'a pas de sens Non. si les réseaux ne sont pas Voilà. en, Voilà. en bon état. C'est ça. Et enfin, la ressource souterraine, on peut dire que voilà, elle est présente. Et pour le moment, on n'a pas encore cette urgence de venir chercher l'eau de mer. Et on est aussi confronté parfois à ce problème que la population ne veut pas boire de l'eau de mer. Ils considèrent que l'eau de pluie, c'est une eau qui est plus propre. Et on peut être confronté aussi à ce refus de la population de consommer de l'eau de mer. Bon, bah, tu viens de me servir ma question suivante sur un plateau. Est-ce qu'on a une eau de pluie de meilleure qualité en Polynésie, Sophie? Justement, le fait qu'on soit peut-être éloigné de pas mal de sources de pollution. Alors, je ne suis pas une spécialiste de cette question-là. Effectivement, on a un contexte atmosphérique qui est plutôt favorable. On a moins de particules, par exemple même des particules naturelles, hein, comme des particules poussières volcaniques ou autres. Néanmoins, sur les zones urbaines, on a quand même une pollution de proximité liée au trafic qui, je pense, peut nuire quand même à la qualité de cette eau. On sait que c'est une eau en termes de santé publique hein, qui peut être polluée par des bactéries, traces animales ou autres. Donc, on a probablement à la base une eau qui est de bonne qualité, mais ça ne Il faut la suffit pas à retravailler de toute faire des façon. réserves. Voilà, et là, il faudra interroger un spécialiste de la santé publique sur ce type de questions. Francine, à qui appartient l'eau? Je sais que la question est un peu large, mais en clair, est-ce que n'importe qui, alors Ganaël a commencé à en parler tout à l'heure, mais n'importe qui peut faire, j'ai dit n'importe quoi, si j'ai une source qui passe sur mon terrain, est-ce que je peux la capter comme je veux? Est-ce que je peux l'utiliser comme je veux? Parce que ça arrive dans plein de propriétés privées, donc à qui cette eau appartient et comment est-ce que je peux l'utiliser? Alors, l'eau relève du bien public du pays. Et les autorisations, alors non, on ne peut pas capter comme on veut. Une source qui passe sur mon terrain, je ne peux pas la capter, ou en tout cas pas à 100%. Beaucoup le font, mais le captage de cette ressource est soumis à autorisation qui est instruite par GGD. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Ouais. Ça, donc ça, c'est valable pour les privés.
Pour tout le monde. Les grosses industries qui sont consommatrices d'eau, pareil, Ont des besoin autorisations. d'autorisation, ils vont Oui. vous expliquer le volume dont ils ont besoin, vous leur Oui. autorisez des volumes, comment est-ce que ça fonctionne? On leur autorise un process. Et ils ont des compteurs, ils déclarent les volumes prélevés et ils payent une taxe en fonction des volumes prélevés. Tout le monde paye une taxe en fonction des volumes prélevés. Et il y a des industries qui sont plus consommatrices d'eau que d'autres? Oui, les usines d'embouteillage d'eau potable, comment le dire de manière générale, tout ce qui est industrie de Industriel, boissons, Industrie boisson? agroalimentaire, oui. voilà, agroalimentaire, et effectivement le tourisme, les hôtels. Après, les plus gros consommateurs restent les communes, hein. Les hôtels, justement, on en parlait tout à l'heure, tu parlais d'osmoseur, pas mal d'hôtels disposent d'osmoseur. Oui, c'est ça. Après, du coup, comme ça relève du privé, nous, on sait absolument pas Ah là, vous comment intervenez ça pas, c'est-à-dire fonctionne. Non, s'ils pas ont du tout. décidé de mettre en place l'osmoseur, c'est leur Voilà, coût, voilà, c'est c'est ça. leur fonctionnement et C'est c'est leur ça. entretien. Nous, on va vraiment travailler avec les communes. Et justement, comme je disais tout à l'heure, l'osmose, c'est quelque chose qui demande un niveau technique assez élevé. Et c'est quelque chose qui va du coup coûter assez cher en main-d'œuvre, en maintenance Et en et électricité en aussi. électricité Oui. aussi. Oui, Euh, parce que l'usine de désalinisation dont je parlais tout à l'heure, elle fonctionne au charbon et elle est très, Waouh. très, très polluante. Ah oui. Oui. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, ce sont plutôt les hôtels qui vont pouvoir avoir les moyens de s'offrir un osmoseur et qui aussi peut-être ont plus besoin d'avoir un osmoseur puisque c'est eux qui consomment le plus. Comment est-ce qu'on va protéger notre eau, justement? Est-ce qu'il y a des actions? Est-ce qu'il y a des opérations particulières? Est-ce qu'il y a des impératifs, des interdictions? Comment est-ce qu'on Euh, fonctionne? Par rapport à la consommation, tu Oui, veux par dire? rapport à la consommation, par rapport aux ressources et à la pollution surtout. On va venir sensibiliser au gaspillage, hein, en tout cas pour venir protéger la ressource. Nous, on travaille aussi bien sur la réduction du gaspillage des réseaux d'eau publique, mais on vient aussi aider les maires à sensibiliser au gaspillage individuel. Et donc, du coup, à la maison, on a des supports de communication qui sont assez simples, qui peuvent afficher en mairie, qui vont venir en fait sensibiliser la population aux bonnes actions de consommation. Comme tu disais tout à l'heure, ne pas arroser la route, ne pas laver sa voiture au tuyau, réparer les fuites, Oui, c'est ça, les etc. éco-gestes, on va dire. Voilà, On essaye de sensibiliser la voilà, population en leur expliquant qu'il y a un moment. Bon, ici, on prend voilà. très peu de bains, on prend des douches, c'est une C'est bonne ça, chose déjà, mais voilà, c'est c'est ce ça. genre de choses. Et plus généralement aussi, sans toujours remettre la faute sur l'abonné qui consomme de manière irresponsable, on va dire. Comme je disais, on a beaucoup de fuites sur le réseau et on vient aussi accompagner les communes sur la recherche de fuites et la réparation des fuites sur le réseau d'eau C'est le publique. gros problème, hein. Très clairement, on a un réseau qui est vétuste et on a trop de Voilà, déperditions, donc c'est les gros travaux qui sont amenés à être faits dans les différentes communes. c'est ça. Dans la protection de la ressource aussi, on a, grâce au travail du BRGM qui a été missionné par la direction de l'environnement, on a mis en place des fiches techniques qui expliquent comment bien faire un forage. Parce que là, justement, il y aurait une pollution vraiment de la ressource au niveau de la source d'eau. Et surtout, après les prospections, donc tous les travaux de recherche d'éventuelles nappes phréatiques utilisables, comment bien reboucher son forage pour bien le protéger des pollutions. Quelles sanctions sont appliquées quand on affecte une nappe phréatique ou alors une lentille ou ce genre de choses? C'est l'une. Ça n'arrive pas? Si. Ah, si, c'est une des nouvelles cellules qui vient d'être créée au GEGDP, donc la brigade mobile qui est là justement pour, pour faire des rapports de visite, surtout des procès-verbaux, et après la sanction dépend de l'infraction et dépend si c'est sur le domaine public, privé, sinon c'est des contraventions de grande voirie, ça passe au tribunal. Non, bah, c'est bien parce que ça va obliger les gens aussi à changer leurs habitudes. Guénel, Francine, tu Oui, voulais j'aimerais dire, bien vas-y. compléter sur les mesures de préservation des ressources. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore de cadre réglementaire, mais on instaure dans le cadre des autorisations d'occupation temporaire du domaine public fluvial des périmètres de protection. Donc pour tout captage ou forage, il est demandé de mettre en place une clôture qui interdit l'accès au D'accord. point de captage de manière directe. Donc là, que ce soit pour le forage ou pour les captages. Et ensuite, avec la direction de la construction et de l'aménagement, dans le cadre des plans de gestion et d'aménagement, donc les PGA, des périmètres sont instaurés dans lesquels les activités sont réglementées. En clair, vous bordez au maximum l'endroit où va être fait le forage et le captage pour éviter qu'il y ait
des problèmes de Voilà, pollution. tout risque de contamination de la ressource en eau qui est exploitée, surtout à des fins de consommation humaine. Lorsqu'on est dans une commune et qu'une source vient être contaminée, dans le cadre du réseau de distribution et du stockage, puis de la distribution à la population, une contamination est très rapidement Oui. faite. Donc l'idée, c'est vraiment de préserver le C'est consommateur. bien de le dire, que les gens se rendent compte que quand on est sur un site de forage, il faut y faire très attention parce que Exactement. on va directement à la source, c'est le cas de le dire, et ça Exactement. peut être très rapide. Gaël, est-ce que des nappes phréatiques existent dans le sous-sol marin? Parce que comme justement, on est entouré. Si la question, c'est pas du tout une question piège, hein, mais c'est une question que je me suis posée en disant bon, on cherche au niveau des îles. Souvent, et répondre. C'est une très bonne question dont je n'ai pas la réponse. Francine pourra peut-être. Est-ce que des recherches apporter. existent et est-ce c'est possible d'en trouver? Alors, lorsqu'on parle de la partie sous-marine, il s'agira de la partie sous-marine des îles, parce que pour le cas, par exemple, de Tahiti, où une principale nappe d'eau est exploitée, donc elle est dite la nappe basale, la décharge de cette nappe revient dans le cycle de l'eau à la mer. D'accord. Donc, aux alentours d'une île, oui. Donc, on trouve autour de Tahiti des sources d'eau sous-marines. C'est ça. Ok. Donc, par exemple, la source à Punaouia, au large de Pouéou aussi, au niveau du récif, il y a pas mal de sources de résurgence d'eau douce. Et on en trouve aussi dans la majorité des îles hautes. Je sais aux îles sous le vent Donc, qu'il y c'est en a. envisageable que dans l'avenir, d'aller aussi capter cette eau-là, puisqu'elle pourra peut-être nous aider. Il faut un réseau qui soit parfait. Oui, puis c'est... On revient sur ce fameux réseau. Alors, très clairement, on va réparer le réseau et ensuite, ça ira beaucoup mieux. Donc, vous voyez, respecter cette ressource est de notre responsabilité à tous et nous devons y être attentifs dans nos gestes au quotidien. Et vous voyez que les administrations travaillent pour faire en sorte que ça continue le plus longtemps possible. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.